Europe 1. Le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. D'abord, le point sur la situation en Ukraine au 14e jour de conflit. La Russie annonce une nouvelle trêve humanitaire dans 1 heure. Hier, déjà, des centaines de civils ont pu être évacués de Soumy, notamment à la frontière russe, pour se rendre plus au sud. Bonjour François Delabarre, vous êtes toujours à Kiev, où le cessez-le-feu a été bien respecté cette nuit. Oui, le cessez-le-feu a bien eu lieu hier. Il y a eu quelques incidents. Les Ukrainiens ont dénoncé des tirs de mortier dans la matinée et ont répondu par des sévères tirs d'artillerie. Alors on était dans le nord de la ville, à 11h20, on a entendu le bruit assourdissant des lance-roquettes multiples qu'on voyait dans le ciel prendre la direction du nord-ouest, donc vers Gostomel, l'aéroport d'Antonov, l'un des points logistiques des Russes dans le nord-ouest. Malgré ces incidents, les évacuations donc ont eu lieu, elles se poursuivent, vont se poursuivre aujourd'hui. C'est l'occasion pour les différentes parties d'effectuer des manœuvres. Donc les Russes se repositionnent. Une ville dont on va plus souvent entendre parler ces prochains jours, je pense, c'est Brovary, à 20 km à l'est de Kiev, qui a été attaquée et qui a été prise dès le premier jour du conflit, le 24 février. Aujourd'hui, elle aurait reçu un approvisionnement conséquent d'équipements et d'armements, le signe que les Russes entendent prochainement ouvrir un nouveau front à l'est de la ville. Merci François Delabarre. Depuis Kiev pour Europe 1. Côté perte, il faut être prudent sur les chiffres tant ils diffèrent. Moscou annonce 500 morts dans ses rangs quand Kiev assure avoir tué 12 000 soldats de Vladimir Poutine. Chiffre plus parlant, plus explicite, la Russie aurait perdu autant de soldats en 2 semaines qu'en 2 ans de guerre en Afghanistan dans les années 80. Là, ça se passe pas très bien pour l'armée russe, en cause notamment, c'est l'une des raisons. Alors d'abord la guérilla que lui mènent les Ukrainiens et puis la fameuse Rasputitsa, la fonte des neiges et la boue qui freine l'avancée des chars russes. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec William Molinier dans le journal de 7h30. Passons à la dépendance au gaz russe, c'est le grand sujet depuis l'annonce hier de cet embargo américain sur l'ensemble des hydrocarbures russes. Pétrole, gaz, mais aussi charbon. Oui, la décision de Joe Biden est-elle radicale ou symbolique? On se pose la question avec vous, Alexis Guilleux. Joe Biden assure que l'embargo aura des répercussions sur les consommateurs américains, sauf que les États-Unis peuvent très largement se passer de cette énergie russe. Oui, tout simplement parce que Washington n'est pas dépendant du pétrole russe. Il représente 8% de ses importations de brut et les États-Unis n'achètent pas de gaz à Moscou. Une réalité rappelée par Joe Biden. Les États-Unis produisent bien plus de pétrole que tous les pays européens réunis, donc nous pouvons prendre cette mesure quand d'autres ne le peuvent pas. Une façon aussi de se justifier pour le président américain, mais cette décision a bien été prise en concertation avec les alliés européens. Nous restons unis pour maintenir une pression croissante sur Poutine et sa machine de guerre. Alors en réalité, la Maison-Blanche était sous pression du Congrès. Démocrates et républicains plaidaient pour cet embargo et ainsi étouffer encore davantage l'économie russe, au risque d'alimenter l'inflation déjà galopante aux États-Unis. En 1 semaine, le prix de l'essence a augmenté de 15%. Défendre la liberté a un coût, et pour nous aussi aux États-Unis. Mais Washington cherche aussi des alternatives au pétrole russe. Une délégation américaine était le week-end dernier au Venezuela, pays assis sur les plus grandes réserves d'or noir de la planète. Quant à Joe Biden, il pourrait, selon la presse américaine, se rendre en personne en Arabie Saoudite dans les prochaines semaines. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors maintenant, en Europe, on est très divisé sur la question de savoir s'il faut suivre ou non cet embargo américain. Certains pays comme l'Allemagne dépendent très largement du gaz russe, alors que c'est beaucoup moins le cas de la France. Oui, on va regarder ça à l'échelle de l'Europe. L'hydrocarbure représente 40% du gaz consommé. Objectif, réduire de 2/3. Il en sera largement question au sommet européen à Versailles à partir de demain. Maud Descamps, quelles sont les alternatives de la Commission européenne ? Eh bien, à court terme, il existe plusieurs solutions pour compenser le gaz russe. Vous savez, aujourd'hui, il y a 2 manières de faire venir ce gaz, soit par gazoduc ou alors par bateau pour le gaz liquéfié. L'idée est donc d'augmenter les importations de Norvège et d'Azerbaïdjan qui arrivent par gazoduc, et même chose pour le gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau depuis les États-Unis et le Qatar. L'exécutif travaille d'ailleurs à améliorer la performance de nos 4 terminaux méthaniers pour accueillir plus de bateaux. L'objectif serait de gagner entre 10 et 15% de capacité d'importation. Mais cela ne sera pas suffisant. Le gouvernement compte aussi faire la chasse au gaspillage, comprenez, faire baisser notre consommation de gaz. L'Agence internationale de l'énergie estime que baisser la température d'1 degré dans les bâtiments permettrait de diminuer de 10% notre consommation de gaz en provenance de Russie. Et puis,
À plus long terme, d'autres chantiers vont être lancés ou accélérés, comme celui de la rénovation énergétique, du déploiement des énergies renouvelables ou encore du biométhane. Les précisions de Maud Descamps pour Europe 1. Alors il y a le cas du gaz, il y a aussi le pétrole russe. On en parlera avec Nicolas Bouzou tout à l'heure à 7h15. Allez, place à la politique maintenant. Et ce sondage Elab qui place Emmanuel Macron à 33,5% d'intention de vote au premier tour. 8,5 points de gagné en une semaine. Deuxième, Marine Le Pen est encore loin derrière à 15%. Jean-Luc Mélenchon progresse à la troisième place, 13%. Et Éric Zemmour, lui, perd 3 points à 11% d'intention de vote. Hier d'ailleurs, le candidat a tenté de se rabibocher avec l'électorat féminin à l'occasion de la journée des droits des femmes. Victor Chabert, Éric Zemmour devait clarifier certaines de ses positions après quelques polémiques. Oui, après des propos polémiques tenus sur la chaîne LCI lundi où il affirmait que lorsqu'il y avait un excès de valeurs féminines, il y avait une faiblesse de la société, la publication par Mediapart de témoignages de femmes l'accusant de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles sans qu'il n'y ait à ce jour de plainte, Éric Zemmour a voulu déminer. Si j'étais le misogyne décrit à longueur de colonne, serais-je entouré de Sarah Knafo, de Marion Maréchal, de Jacqueline Moureau? Non, ces femmes-là et vous n'êtes pas du genre à accepter le machisme. Éric Zemmour propose d'augmenter les pensions de reversion pour les veuves, la mise en place de peines planchers pour les conjoints violents ou encore l'automatisation des bracelets anti-rapprochement, une prestation qui a séduit cette militante déjà convaincue. Je ne ressens aucune misogynie de la part d'Éric Zemmour et c'est le seul en qui j'ai confiance. Éric Zemmour veut se poser en candidat protecteur des femmes contre l'immigration et la délinquance. À ce jour, c'est auprès de l'électorat féminin qu'il subit le plus gros déficit. Les précisions de Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Allez, le football, une finale avant l'heure. Real Madrid, Paris Saint-Germain, c'est ce soir en Ligue des Champions. 8e de finale retour après la victoire 1-0 à l'aller. C'était un but signé Kylian Mbappé. Karim Benzema va-t-il lui répondre ce soir pour le Real? Cyril de la Morinerie, les supporters madrilènes y croient dur comme fer. Ils l'adorent. Oui, Karim Benzema à la tête de gondole du Real Madrid. Sa photo est affichée en grand sur le stade Bernabéu. Si son image est un peu brouillée en France, en Espagne, l'attaquant français est admiré. Pour Luis Alberto, pas de doute, la star de 34 ans qui a encore marqué le week-end dernier est au-dessus du lot. Benzema, il est exceptionnel. Il a la classe, le mental, il a tout. C'est le meilleur des meilleurs. Et Santiago, écharpe du Real Madrid autour du cou, considère même que Benzema fait partie des plus grands. C'est une légende. Il est l'égal des Di Stefano, Raoul, Cristiano Ronaldo. C'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Mais Anthony, fan du PSG qui vient de Bayonne, ne partage pas cette analyse. Tout Karim Benzema qu'il est, avec le respect qu'on lui doit, il passera pas. On a une défense de fer. Une chose est sûre, Karim Benzema, qui a marqué plus de 300 buts avec le Real Madrid, aura derrière lui tous les fans de l'institution madrilène. Benzema, arriba Benzema, que vamos a ganar à la Madrid, ya. Voilà, ça vous donne envie de l'imiter, ce supporter madrilène. Real Paris Saint-Germain à suivre en direct et en intégralité, évidemment, sur Europe 1. Merci beaucoup, Lénaïque. On va vous retrouver tout à l'heure à 8h30 dans un instant après les